Au sommaire de ce journal, l'adoption à l'Assemblée nationale du projet de résolution sur la mise en place d'une commission paritaire devant examiner la conformité selon la loi des candidatures à la CENI. Le FCC a réitéré sa position. Il se dit ne pas se sentir concerné par cette mise en place. À Béni, l'armée a neutralisé 45 rebelles ADF au terme d'une offensive sans relâche lancée en début de cette semaine. Ces opérations se sont déroulées dans la vallée de Moalika près du parc national des Virunga. Et en économie, baisse des prix des produits surgelés. Un compromis a été trouvé entre les opérateurs économiques et le gouvernement. Les sociétés importatrices ont proposé une réduction de 30% des prix. Bienvenue à vous tous et merci de votre fidélité à la une de l'actualité. En l'absence du Front commun pour le Congo et de certains partenaires du chef de l'État, l'Assemblée nationale a adopté le projet de la résolution sur la mise en place d'une commission paritaire opposition-majorité. Cette commission aura pour mission d'étudier les dossiers individuels des personnes déléguées à la CENI. Jean-David Kilolo. Le bureau de l'Assemblée nationale a institué la commission paritaire, chargé de traiter les dossiers des personnes à désigner à la Commission électorale nationale indépendante. Selon la Chambre basse du Parlement, cette commission paritaire va prendre connaissance des procès-verbaux, des désignations des personnes visées et des pièces déposées par les forces politiques représentées à l'Assemblée nationale et les composantes de la société. Les membres de la commission doivent observer la règle de la discrétion et leurs travaux vont se dérouler à huis clos. D'après la déclaration, aucun membre de la commission paritaire ne peut soustraire pour son compte ou celui d'autrui les procès-verbaux ou autres pièces mises à la disposition dans le cadre de la présente mission. Aucun député expert ou agent non membre de la commission n'est autorisé à prendre part aux travaux. La commission paritaire dispose au maximum 2 jours pour rendre son rapport. Le membre de la commission paritaire bénéficie des collations et d'une prime spéciale déterminée par le président de l'Assemblée nationale. Le bureau s'est engagé dans 2 concertations avec certains d'entre nous, spécialement nos collègues députés de l'opposition. Face à ce forcing qualifié par le Front commun pour le Congo, la plateforme de Joseph Kabila Kabange ne se sent pas concernée par la mise en place à ce stade de la commission paritaire et décide donc de n'y déléguer personne. Le bureau de l'Assemblée, qui est dirigé par le président Mbosso, a une grande responsabilité. S'il veut faire le forcing comme d'habitude, ok, il le fera, parce qu'il est en train d'accomplir sa mission. Lui, pour lui, c'est une jambon le soir. Le reste, ça ne lui regarde pas. C'est ainsi que nous avons dit, avant d'envoyer le rapport à la plénière, il faut qu'il y ait une commission qui sera arbitrée par le bureau pour qu'on trouve le consensus. C'était uniquement pour résoudre un problème dans une disposition de la loi. Et le président du Sénat, Modeste Bahatsi-Lukwebo, est invité à prendre part aux assises des parlementaires de G20 dont les travaux sont prévus du 7 au 8 octobre 2021 en Italie. Fabrizio Marcelli, l'ambassadeur d'Italie en RDC, lui a transmis l'invitation ce jeudi 12 août lors d'une audience au Palais du Peuple. Fabien Mbala. Selon le diplomate italien, les assises parlementaires de G20 vont aborder différentes questions, notamment la sécurité alimentaire, le développement durable et la crise sanitaire. Le président Bahati a une longue histoire avec l'Italie parce qu'il a fait partie de ses études en Italie. Alors il a tout de suite accepté l'invitation. Il va se rendre à cette occasion à Rome. Oui, on va discuter des problèmes globaux, surtout les suites sociales de la pandémie en cours, les façons d'assurer un développement durable et équitable à tout le monde. Par ailleurs, Modeste Bahatsi-Lukwebo a conféré avec une délégation de l'entreprise Golden Marble, conduite par Patrick Mwanda Congo. Cette entreprise, représentée par Ahmed Mohamed, se dit prête à venir investir au Congo-Kinshasa dans l'agroalimentaire et la raffinerie de l'or.
Sous un autre chapitre, la crise persistante entre l'exécutif provincial et l'Assemblée de la province du Sankuru a été au menu des échanges entre le président du Sénat et une délégation des 18 élus provinciaux conduite par leur président. Auprès de Modeste Batilukebo, il décrit la gestion de la province chaotique, selon eux, par le gouverneur. Le président du Sénat leur a promis de faire parvenir leurs doléances au président de la République pour une solution définitive à cette crise, jugée comme frein aux initiatives de développement du Sankuru. Et puis, état de siège dans la province du Nord Kivu, les FARDC sont en offensive dans la vallée de Mwalika, près du parc national des Virunga, depuis maintenant 4 jours. L'armée annonce avoir neutralisé 45 terroristes ADF pendant les affrontements de dimanche, lundi, mardi et mercredi au sud-est du territoire de Beni. L'artillerie lourde est mise en contribution dans ces offensives en appui des troupes au sol. Reportage de notre correspondant sur place, Martial Bendelo. Ce bilan encore provisoire annoncé par l'armée est consécutif aux offensives engagées par les forces armées de la RDC dans la vallée des Mwalika, considérée toujours comme grenier des terroristes ADF et leur centre de transit pour le nouveau recrue. C'est au sud-est du territoire de Beni. Les FARDC ont engagé leur artillerie pour, n'est-ce pas, neutraliser l'ennemi qui a été, n'est-ce pas, détecté dans cette vallée des Mwalika qui est devant vous. Le gouvernement militaire. Maintenant, les offensives. Ce pilonnage vise les objectifs ennemis repérés en profondeur de la vallée des Mwalika, presque dans le parc national des Virunga. Des opérations militaires costauds, dénommées Mayangos 2, menées dans le cadre de l'état de siège, commandé par le lieutenant-général Constant Dima, gouverneur du Nord Kivu, s'appuyant sur l'un de ses bras séculiers, le général de brigade Bertin Poutela, commandant secteur opérationnel Grand Nord, Soukola 1, présent lui-même sur le théâtre. Le bombardement par l'aviation intervenu dimanche a laissé place à l'artillerie lourde et l'avancée des troupes au sol, dont une unité spéciale et l'infanterie, lundi, mardi et mercredi, infligeant d'énormes pertes dans le camp ennemi, rapporte le lieutenant Anthony Malouchaï, porte-parole de l'armée dans la région. Votre armée a pris la décision de bombarder ces bastions. C'était le dimanche soir que nous avons commencé à pilonner sur les positions ADF et nous avons engagé nos troupes d'infanterie pour aller maintenant anéantir définitivement les rescapés ou d'autres blessés qui étaient sur la E1 et 2. Nos troupes sont entrées nuitamment, ils ont opéré et aujourd'hui j'ai l'honneur de vous annoncer le corps vu 45 ADF neutralisés. D'après l'armée, ces bastions bombardés étaient bien stratégiques car à partir desquels l'ennemi planifiait de nouveaux assauts dans le tout prochain jour contre les grandes agglomérations de la région, dont la ville de Beni qui était déjà dans les viseurs. Et puis au Nord Kivu, toujours, ça n'arrive pas tous les jours. Les FARDC ont organisé à Goma une démonstration de force en défilant dans les artères avec ces nouvelles armes d'assaut. Une façon pour les forces loyalistes de rassurer la population en cette période de l'état de siège. Pacheco. Sur les artères principales de la ville de Goma et du territoire de Nyiragongo, les forces armées de la RDC ont effectué un exercice de dissuasion avec des armes d'appui et d'assaut. Une façon pour l'armée congolaise de rassurer la population que l'armée a des moyens humains et matériels afin de faire face à toute éventualité. D'où une mise en garde à l'endroit des groupes armés encore actifs au Nord Kivu, précise le major Guillaume Njike Kaiko, porte-parole de la 34e région militaire. La première des choses, cette démarche s'inscrit dans le cadre de l'état de siège décrété par le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et pour ça, il faut aller rassurer la population que son armée est bien équipée sur le plan matériel pour en finir, que ce soit avec les FDLR, que ce soit avec les ZIE. C'est encore un autre message très fort que nous lançons à l'endroit de tous les groupes armés sans distinction aucune. Nous leur disons que l'état de siège ne laissera aucun groupe armé actif dans notre zone de responsabilité. Signalons que cette démonstration de force s'est déroulée en présence du commandant de la 34e région militaire, le général Chinkobo Ghislain, et d'autres officiers.
Et c'est enfin la fumée blanche après ce qu'on peut qualifier de dernier round des discussions entre le gouvernement et les importateurs au sujet de la baisse effective des prix des produits surgelés. 48 heures ont suffi aux deux parties pour se mettre d'accord sur les prix à pratiquer sur le marché. À l'issue des nouvelles discussions avec les importateurs de produits surgelés, le ministre de l'économie nationale Jean-Marie Kalumba, qui accompagnait son collègue du commerce extérieur, a demandé aux responsables de principales sociétés importatrices de proposer les prix en tenant compte de leurs vraies charges. Après discussion, un procès-verbal a été signé par les sociétés importatrices et le gouvernement, impliquant cette fois une baisse d'environ 30% par rapport aux prix actuels. La population peut retenir que nous avons trouvé un consensus après 2 mois de discussions. Tout à l'heure, Son Excellence va communiquer les prix du consensus. Je crois que tout a été bien et tout finit bien. Les importateurs des produits surgelés se sont donc engagés à appliquer la nouvelle tarification en attendant une décision définitive du gouvernement sur les prix justes. Par ailleurs, le ministre de l'économie a reçu dans son cabinet de travail l'ambassadeur des Pays-Bas Jolke Opewal qui a déclaré l'intérêt des investisseurs de son pays pour le pays de Félix Antoine Tshisekedi. On a échangé le facteur qu'on peut voir pour améliorer le climat des affaires afin que plusieurs et beaucoup des investisseurs viennent en RDC pour contribuer avec création d'emplois et avec création de production et de richesse. Alors ça c'est une chose d'améliorer le climat des affaires. Le Royaume des Pays-Bas a décidé de soutenir le ministère de l'économie dans son combat pour l'instauration du juste prix dans le marché. Et pour avoir travaillé à l'amélioration du social pendant les 100 jours du gouvernement Sama Lukonde, 4 ministres ont reçu une distinction de la part de l'ASBL Tous Ensemble avec Fachi. Son coordonnateur Jerry Kamboulou motive sa démarche par le fait de vouloir impulser un nouvel élan à l'équipe gouvernementale. Jean-David Kilolo. 100 jours après, quels sont les ministres qui se sont distingués pour l'intérêt du peuple congolais dans le gouvernement Sama Lukonde? Voilà l'exercice de sondage auquel s'est livré l'ASBL Tous Ensemble avec Fachi. Selon le coordonnateur de cette ASBL, les Congolais répartis sur l'ensemble du territoire national ont voté tour à tour pour l'un ou l'autre ministre qui a véritablement travaillé. Des ministres, c'est dans cette optique que nous sommes efforcés de faire cet exercice pour approcher les populations à juger l'action du gouvernement. Il y a 17 ministres, j'ai dit c'est un sondage, c'est une œuvre humaine, mais vous êtes tous observateurs. Vous voyez que X, Y, Z, K, ce sont là les ministres, à mon humble avis, qui travaillent. Et les autres qui n'ont pas travaillé, bon, c'est juste un sondage. Hein. C'est un sondage. Peut-être ailleurs, s'il y a eu des sondages, peut-être qu'on les avait nominés. Après sondage, 17 ministres sur 56 se sont distingués. Donc 4 ministres ont reçu respectivement les prix de la bonne gouvernance, parmi lesquels le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, Aménagement du territoire, Guy Luando, Justice Garde des Sceaux, Rose Mutombo, Petentik, Kibasa Maliba, ici tous représentés. L'équipe Tous Ensemble avec Fachi est descendue dans les chefs-lieux de 26 provinces de la République démocratique du Congo, mais également à travers les réseaux sociaux afin de juger l'action du gouvernement Sama Lukonde. Le Fonds pour l'inclusion financière a octroyé un financement d'1 demi-million de dollars à l'IMF Ekima avec une maturité de 24 mois. Le contrat de financement a été signé ce jeudi à Goma. Il consiste à appuyer le PME en ce temps de crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 et après les effets néfastes de l'éruption volcanique. Ce contrat signé à Goma entre le FPMSA et l'IMF Ekima consiste à appuyer cette dernière afin d'accroître son portefeuille de crédit alors que la pandémie à Covid-19 et l'éruption du volcan Nyiragongo ont touché l'économie du Nord Kivu. Le directeur général de l'IMF Ekima, Laurent Dadi Yamba Menayame, précise que ces prêts arrivent à point nommé. Donc nous sommes parmi aujourd'hui
les meilleures institutions, en tout cas, post ces événements d'éruption volcanique, les tremblements de terre, mais également la crise sanitaire mondiale. Nous sommes parmi les meilleures institutions qui ont le portefeuille à risque très bas, évidemment, inférieur à 5%, selon la norme de la Banque centrale. Pour sa part, le directeur général du FMSA, Carlos Kalambaï Kabangu, a souligné que le choix de donner un prêt à l'IMF et Kima est justifié par sa crédibilité. C'est vrai que nous avons d'autres partenaires. C'est un partenariat de longue date avec Ekima. Nous avons des critères d'éligibilité que nous faisons. Nous avons des analyses et ce que nous appelons des due diligence, des évaluations institutionnelles. Et je crois que Ekima est passé avec brio en fait, les critères d'éligibilité et puis l'évaluation institutionnelle. Notons que l'IMF Ekima est une institution de microfinance œuvrant dans le nord et sud Kivu et créée depuis 2003. En 2007, elle est devenue une entreprise de microcrédit de deuxième catégorie, puis en 2017, avec l'appui de FMSA, elle est devenue une société de microfinance où elle a élargi son offre de produits et services, y compris pour l'épargne. Et dans la province du Haut-Touélé, une délégation des investisseurs de Crystal Venture ainsi que le député national Constantin Benguele de passage à Isiro ont visité la route Isiro-Bolé-Bolé qui tend à relier la province du Haut-Touélé à celle de la Tchopo. Et bien avant cette visite, le gouverneur Christophe Basséane Nanga a échangé dans son cabinet de travail avec la délégation des chefs coutumiers de Niangara. Reçu par le gouverneur Christophe Basséane Nanga, cette délégation des autorités coutumières du territoire de Niangara, avec en tête le doyen des coutumiers de la province, le grand chef honorable Alexandre Machaga, plébiscite l'action de l'exécutif Basséane Nanga. Namoni nzira bien collègue. Oyo ngai nazali na musala pendant 60 ans, banda colonisation. Terre accueillie, namoni ndele lisusu musala ndenge oyo te. Gouverneur mon côté à Sali Moussala Ndengo na Haut-Touélé. Na ko féliciter honorable Basséane na Moussala na ye. Tozali koyoka bibilo baloba na kombo na territoire de Niangara. Bazali lokuta biso bakutuna Niangara, bakolo Niangara biso yo totelemia. Tokosenga bana na Haut-Touélé mobima. Basunga Moussala na gouverneur na biso. Ces témoignages de bonne gouvernance pour Christophe Basséane Nanga font déjà écho favorable aux opportunités d'investir dans le Haut-Touélé. Cette délégation de la société rwandaise Crystal Venture ainsi que le député national Constantin Benguele, tous venus vivre ce qui s'accomplit ici dans la province, sont conduits ici par le gouverneur de province à la visite de cette route tracée par l'exécutif Basséane en vue de relier l'est à l'ouest de la province et même toute la région de la Grande Orientale, ce qui stimulera les échanges commerciaux et booster l'économie de la région. De tout ce que j'ai déjà vu à travers la République démocratique du Congo, c'est l'un des gouverneurs qu'il faut encourager. Je n'ai pas de honte à le dire. Nous avons vu des provinces où il n'y a même pas 1 kilomètre de route construite. Alors qu'ici, à moins de 2 ans et demi, il y a déjà plus de 105 kilomètres que nous venons de franchir. Les lignes du développement du Haut-Touélé qui étaient en berne sont en train d'être bougées depuis la venue de Christophe Basséane Nanga avec sa vision pragmatique qui s'inscrit à la suite de celle du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui prône le peuple d'abord. Et la coalition congolaise des ONG de lutte contre la corruption, Cocoluco, en sigle, reste déterminée à accompagner le chef de l'État dans sa vision de la bonne gouvernance. Cette coalition suit de près tous les projets initiés par le chef de l'État pour obtenir des résultats escomptés. Elle a réitéré cet engagement dans un point de presse organisé ce jeudi à Kinshasa. Devant la presse, la coalition des ONG de lutte contre la corruption a réfléchi sur le contrôle citoyen pour faire le point sur le projet Tshilé-Gelou que Félix Tshisekedi Tshilombo a initié pour le bien-être de la population. Après avoir récolté les éléments, nous avons voulu que nous mettions à la place publique ces rapports préliminaires, qui est un rapport encourageant, un rapport satisfaisant, un rapport qui garantit au moins une très bonne évolution de travaux.
Selon les rapports en sa possession, reçus auprès de la banque UBA, la coalition des ONG de lutte contre la corruption rassure que ce projet est sur la bonne voie et appelle la population à ne pas céder à la manipulation. En interrogeant l'UBA, nous avons constaté que la ligne de crédit allouée à cette entreprise est turbo fixe. Les choses se déroulent calmement. Et s'agissant du remboursement voulu par Foner à travers cette entreprise publique, nous avons observé un décaissement, certes, qui jusqu'à ce jour n'est ni utilisé ni accordé à l'entreprise censée exécuter le travail. La Cocoluco invite par ailleurs Grexet et d'autres entreprises qui exécutent ces travaux de pouvoir travailler d'arrache-pied afin que ceux-ci soient achevés. Et les ministères sectoriels membres du comité de pilotage du Fonds national RAID se sont réunis hier mercredi au salon Lubumbashi du Pullman sous la présidence du ministre des Finances, président du comité de pilotage, afin d'harmoniser les vues des autorités gouvernementales pour une vision commune dans les négociations à mener avec les différents partenaires. Amina Bayombo. Ils étaient tous présents à l'occasion de la session ministérielle du comité de pilotage du FONARED, les 7 membres du gouvernement, sous la présidence du ministre des Finances, Nicolas Kazadi, président du comité de pilotage. À titre d'introduction, ce que je voudrais dire pour fixer les choses et préciser le contexte pour celles et ceux qui sont nouveaux dans ce processus qui est en rapport avec nos enjeux environnementaux et leur financement. Et donc le FONARED est tout simplement le bras financier qui vient soutenir la politique conduite par Madame la vice-première ministre. En effet, depuis la prise de fonction du gouvernement de l'Union sacrée de la Nation, le comité de pilotage du FONARED n'avait pas encore eu l'occasion de se réunir, mais compte tenu de la dynamique de l'engagement de la RDC pour sa participation à la COP26 de Glasgow et aussi des négociations d'un deuxième partenariat avec l'Initiative pour la forêt d'Afrique centrale, Félicien Moulenda, coordonnateur du secrétariat exécutif du FONARED, martèle qu'il était nécessaire ici, pour la partie gouvernementale, de coordonner et d'harmoniser ses vues afin d'avoir une vision commune du processus en cours. Le message est très bien passé. Leurs excellences ont compris les enjeux autour de la gestion des ressources naturelles de notre pays. Ils prennent à bras le corps toutes les questions qui ont été soulevées, notamment pour recadrer, si vous voulez, orienter les prochaines discussions avec les bailleurs sur le prochain cycle de partenariat. Le plus important ici étant d'harmoniser les vues des autorités gouvernementales engagées dans le comité de pilotage du FONARED afin d'avoir une vision commune dans les négociations à mener avec des partenaires dont CAFI, ainsi que les priorités et les approches en rapport avec ces négociations sous le pilotage de la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, F. Bazaïba. Et le parti politique Alliance des paysans et indépendants poursuit sa restructuration pour les prochaines échéances électorales. L'autorité morale du parti, Joseph Koko-Nyangi, a procédé à des nouvelles nominations dans le territoire de Pangui, dans la province du Maniema. Reportage de Jean-David Kilolo. Dans le cadre du réaménagement du parti Alliance des paysans et indépendants, la plus haute hiérarchie a chargé le secrétaire général adjoint et porte-parole de prendre une série de mesures portant nomination du comité territorial de API Pangui Maniema. Itenga Ferouzi Moussande Léandre, président territorial. Chef des travaux Bouyaya Kassonda Johnny, vice-président territorial chargé de l'administration et des finances. Chef des travaux Mutuza Sengi Zas, vice-président territorial chargé de l'implantation et du processus électoral. Abega Abeli Hassani, vice-président territorial chargé de l'idéologie et de la formation politique. Kitabi Mungwajoué
Sosten, vice-président territorial chargé de la jeunesse. Sabouni Sabukaka Desroses, vice-président territorial chargé de la mobilisation et animation politique. Moubibia Kisulu Mathieu, secrétaire territorial. Massandi Itangilwa Gilles, trésorier. Agathe Ferouzi Yabob, trésorière adjointe. Le parti ultra-kabiliste se prépare peu à peu pour affronter les échéances électorales et entend se restructurer sur toute l'étendue du territoire national. Et la jeunesse de l'ASBL Génération Congo Nouveau n'a pas dérogé à la règle. Elle a célébré ce jeudi la journée mondiale de la jeunesse sous la houlette de son président national Camille Richard Kalele. Cette journée était l'occasion d'appeler les jeunes à être actifs au sein de la société. La Génération Congo Nouveau a célébré ce jeudi à sa manière, dans son siège national situé dans la commune de Kalamou, la journée mondiale de la jeunesse célébrée le 12 août de chaque année. Dans son speech, le président national de l'ASBL Génération Congo Nouveau, Camille Richard, a rappelé le rôle important que devra jouer la jeunesse, surtout dans le contexte de la RDC. Le Congo, notre patrie mère, est le seul patrimoine que nous avons en commun. Nous avons donc le devoir de les protéger, de veiller à son unité et à sa souveraineté. Profitant de la journée, Camille Richard Kalele a exhorté les jeunes de la Génération Congo Nouveau à mettre au centre de leurs actions les valeurs républicaines pour mieux vendre l'image de la RDC. Nous lançons un vibrant appel à tous les jeunes, pendant longtemps considérés comme étant des escaliers, des marchandises à vendre à vil prix par des politiques véreux, à faire d'une manière ou d'une autre de la politique en vue de favoriser le renouvellement de la classe politique. Cette journée de la jeunesse a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1999 et commémorée le 12 août de chaque année afin d'attirer l'attention de la communauté internationale sur les problèmes qui touchent directement ou indirectement la jeunesse dans son ensemble et célébrer le potentiel des jeunes en tant que partenaires de la société. Et enfin, dans le secteur de l'éducation, la classe numérique est effective au lycée Notre-Dame de la Providence. Un cadeau signé Fondation Vodacom grâce à sa plateforme Voda Éduc. Un lot important des tablettes pour l'école qui a remporté en 2019 le concours sur les sciences et les mathématiques. 6 tablettes au CAPI est la résultante du concours remporté par les lycées Notre-Dame de la Province en 2019. Un mot de la sœur préfète. Comme promis, la Fondation Vodacom Congo par les billets de la plateforme Vodacom Éduc vient de placer la salle numérique qui permettra les élèves d'apprendre et de s'y former partout où elles se trouvent. Aujourd'hui, nous sommes là pour remettre officiellement la classe numérique au lycée Notre-Dame de Providence, Tobongisa, qui est un prix qu'ils avaient gagné par rapport au concours qui avait eu lieu entre 4 écoles et les lycées avaient remporté les prix à l'époque. Et aujourd'hui, c'est l'action que nous venons de poser pour doter de cette école, de cette classe numérique, qui est un prix qu'eux-mêmes ils avaient remporté. Et c'est pour les encourager encore, parce qu'il faut savoir que comme c'est le monde numérique, nous voulons donner aux enfants une éducation, la qualité de l'éducation. Pour la responsable de cette école, constituée essentiellement des filles, ce dont permettra aux élèves d'être à la hauteur dans le monde des affaires et de compétir avec intelligence. Nous sommes très honorés de pouvoir recevoir des mains de la Fondation Vodacom cette classe numérique qui va aider nos filles que nous formons, l'élite de demain, à être meilleures. De par la qualité de l'enseignement que nous leur dispensons, avec la classe numérique, nous n'avons plus peur des vacances. Des tablettes hybrides des marques Okapi seront remises aussi très prochainement dans d'autres provinces, et cela
grâce à la Fondation Vodacom, dont sa plateforme Vodacom Udic, qui compte à ce jour plus de 120 000 abonnés. On va prendre le rappel des titres à présent. Adoption à l'Assemblée nationale du projet de résolution sur la mise en place d'une commission paritaire devant examiner la conformité selon la loi des candidatures à la CENI. Le FCC a réitéré sa position. Il se dit ne pas se sentir concerné par cette mise en place. Et à Béni, l'armée a neutralisé 45 rebelles ADF au terme d'une offensive sans relâche lancée en début de cette semaine. Ces opérations se sont déroulées dans la vallée de Mwalika, près du parc national des Virunga. Et en économie, baisse des prix des produits surgelés. Un compromis a été trouvé entre les opérateurs économiques et le gouvernement. Les sociétés importatrices ont proposé une réduction de 30% des prix. C'est par ici que ce journal prend fin. Merci à vous tous d'avoir suivi. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.